Il faut que les flics sachent que si j'ai le temps de prendre mon arme, je tirerai. Le nord-est de la France, le 20 avril 1918. Le ciel du front occidental de l'Europe est le cadre d'une bataille féroce entre les avions de chasse alliés et allemands. Un des principaux acteurs de ces duels aériens n'est autre que Manfred von Richthofen, le champion de l'aviation allemande, surnommé le Baron Rouge. Le Fokker triplan de von Richthofen ratisse le ciel de la vallée de la Somme. Il prend en chasse deux Sopwith Camel de l'aviation britannique. Le premier puis le second appareil sont descendus en un rien de temps par l'as du ciel allemand. Ce sont les 79e et 80e victoires de sa carrière. La mère du Baron Rouge supplie l'empereur Guillaume II de retirer de la ligne de front le pilote le plus prolifique de l'armée allemande. Manfred von Richthofen est censé partir en permission 2 jours plus tard. Il lui reste une journée de combat dans le ciel de France. Elle se terminera dans le mystère, la controverse et la mort. En mars 1918, les Allemands lancent l'opération Ludendorff, une offensive majeure destinée à remporter une victoire décisive. Les troupes allemandes envahissent la vallée de la Somme. Pour les contrer, les troupes britanniques et australiennes se retranchent sur la ligne de crête de Morlancourt. Les deux camps utilisent des avions de reconnaissance pour repérer les positions ennemies. Ces appareils sont accompagnés d'avions de chasse qui assurent leur protection. Une des escadrilles allemandes les plus redoutables est surnommée le Cirque volant. Son commandant est Manfred von Richthofen. L'escadrille est envoyée sur le front. Pour la contrecarrer, les Alliés lui opposent la 209e escadrille de la RAF. Un de ses pilotes est le capitaine canadien Roy Brown. Les deux camps se livrent une course effrénée à l'armement pour acquérir la suprématie dans le ciel. On dirait un de nos avions. Il a un triplan aux fesses. Les troupes alliées postées sur la ligne de crête de Morlancourt se préparent au pire en voyant deux avions foncer sur eux. Le triplan rouge de von Richthofen se rapproche d'un Sopwith Camel. L'as du ciel allemand est sur le point d'abattre son 81e appareil ennemi. Et soudain, un second avion allié surgit de l'Est pour se joindre au balai de la mort. Le capitaine Brown tente de rattraper von Richthofen pour l'empêcher d'enrichir son tableau de chasse. Le crépitement des mitrailleuses de l'artillerie et des avions résonne dans la vallée de la Somme. La bataille est brève. Et pour une fois, ce n'est pas un appareil allié qui tombe en vrille, mais le triplan rouge du baron qui plonge vers le sol. Dix jours avant son 26e anniversaire, le baron Manfred von Richthofen, le plus redoutable pilote de chasse de l'époque, est tué au combat. Il n'avait pas du tout envie de quitter le front. Il prenait la mort très au sérieux. Il était parfaitement conscient qu'un jour ou l'autre, ce serait lui la victime. Loué pour avoir eu le courage de prendre en chasse le redoutable baron rouge, le capitaine Roy Brown est aussi crédité de l'exploit de l'avoir abattu. Pourquoi un as du ciel, aussi brillant que von Richthofen, a-t-il outrepassé les règles en s'enfonçant aussi loin en territoire ennemi? Et est-ce vraiment un tir du capitaine Brown qui a tué von Richthofen?
De nouveaux indices offrent un éclairage nouveau sur le mystère qui entoure cet épisode. Un des hauts faits de la course à l'armement que les forces aériennes des deux camps se sont livrées. Manfred von Richthofen voit le jour dans une famille de l'aristocratie prussienne. Son père est officier de cavalerie. Manfred hérite de son instinct de chasseur. Il a vécu une jeunesse heureuse. C'était un garçon athlétique et fort, et toujours joyeux. Il pratiquait le tir, l'équitation, la natation, comme tous les jeunes de l'époque. Son avenir est déjà dessiné. Il rejoindra l'armée impériale allemande. Comme il est très doué à cheval, il se destine à la cavalerie. Au début du conflit, la cavalerie est chargée des missions de reconnaissance. Mais la nature de cette guerre, avec ses tranchées, ses mitrailleuses et ses kilomètres de fils barbelés, n'autorise pas l'utilisation des chevaux. Les avions se voient confier les missions cruciales de reconnaissance. Ils doivent repérer les tranchées de l'ennemi, la position de ses pièces d'artillerie et le mouvement de ses troupes. Les pilotes deviennent les yeux de la guerre. L'aviation recherchait des pilotes, ce qui était très mal vu par la cavalerie et surtout par les officiers les plus anciens. Ils étaient réticents. Pour eux, les avions étaient inutiles. C'était juste une curiosité, quelque chose d'expérimental, d'amusant. Nous préférons rester fidèles à la tradition, disait-il. À peine plus évolués que des cerfs-volants, les premiers avions de reconnaissance sont fragiles, peu puissants et non armés. Les pilotes emportent seulement leur revolver de service. La course à l'armement aérien est sur le point de s'emballer. Comme les pilotes de reconnaissance croisaient de plus en plus souvent des appareils ennemis, ils décidèrent de s'en prendre à eux, de les attaquer. En tant que soldat, il était normal d'essayer de tirer sur l'ennemi. C'est le camp adverse, on est supposé l'éliminer. Réduit à l'inactivité dans la cavalerie, von Richthofen est fasciné par les exploits des nouveaux chevaliers du ciel, ces jeunes qui récoltent des informations cruciales pour les forces terrestres. Il a fini par s'ennuyer. Il voulait jouer un rôle plus excitant dans cette guerre. Mais il s'est dit que ça lui prendrait trop de temps d'apprendre à piloter. Il fut donc très heureux de pouvoir participer au vol de reconnaissance et de bombardement. Von Richthofen est transféré aux Luftstreitkräften, les forces aériennes allemandes. En mai 1915, il est envoyé à Cologne pour participer à une formation de vol de reconnaissance. La première fois que je me suis installé dans un aéroplane, j'ai été profondément irrité par le souffle de l'hélice. Tout ce que je portais s'est envolé, ma veste a glissé de mes épaules, mon cache-nez s'est détaché aussi. Bref, j'étais désespéré. Les débuts sont loin d'être encourageants, mais von Richthofen poursuit la formation. Doué d'un instinct de chasseur, il réalise que pour dominer le ciel, il faudra être un excellent tireur. Les deux camps se lancent dans une course contre la montre pour équiper leurs avions de chasse de mitrailleuses. Il faut à tout prix protéger ces avions de reconnaissance et détruire ceux de l'ennemi. Le plus grand défi consistait à augmenter de façon conséquente la puissance des moteurs. En équipant les avions d'une mitrailleuse, ils perdaient 300 mètres d'altitude juste à cause de l'ajout de ce poids. C'était très dangereux pour les pilotes, car les avions ennemis pouvaient surgir au-dessus d'eux, ce qui était un avantage indéniable. Dans les deux camps, une poignée de jeunes pilotes ambitieux effectuent des vols expérimentaux. Au cours du printemps 1915, le capitaine Lanu Hawker, de la Royal Flying Corps, innove en équipant son Bristol Scout d'une mitrailleuse Lewis. Viser sans toucher les hélices se révèle un exercice difficile, mais Hawker réussit à descendre deux appareils allemands et force un troisième à se poser en catastrophe. Hawker vient de tirer les premières salves d'une course à l'armement qui l'opposera bientôt à von Richthofen dans un duel fatal. En dépit des succès de Hawker,
La plupart des pilotes et des constructeurs sont convaincus qu'il sera plus efficace de viser vers l'avant. Mais la théorie est difficile à mettre en pratique. Il fallait inventer un système qui permette à la mitrailleuse de tirer à travers les pales en rotation. Elle devait être fixée sur l'avion et couplée aux manettes de commande pour faciliter le tir. Le problème, c'était d'éviter de casser les pales de l'hélice. La solution est trouvée au printemps 1915, grâce au jeune aviateur français Roland Garros. Roland Garros a appris à voler en 1909. Il devient célèbre grâce à ses exploits aériens sportifs qui lui valent de nombreux prix. Au début de la guerre, il est envoyé comme pilote d'essai chez l'ingénieur en aéronautique Raymond Saulnier. Saulnier tente de mettre au point un système de synchronisation qui doit permettre de tirer avec une mitrailleuse à travers une hélice en mouvement sans la toucher. Saulnier ne trouve pas la solution. Il essaie un autre système en fixant des déflects métalliques sur les pales de l'hélice de son avion Morane. Lorsque les balles percutaient les pales, au lieu de les casser, elles étaient déviées par les déflecteurs. Parfois, les balles se désintégraient. Mais le pire, c'est qu'elles pouvaient rebondir vers le pilote, ce qui était tout de même très risqué. En février 1915, Roland Garros intercepte un avion de reconnaissance allemand. Il l'abat en quelques minutes. L'appareil allemand s'écrase en flammes. Cette victoire est suivie de beaucoup d'autres. Roland Garros devient ainsi le premier as du ciel de l'histoire. Roland Garros rendait les Allemands perplexes. Quand son avion s'approchait du leur, ils étaient convaincus qu'il ne courait aucun danger. Or, soudain, son appareil se mettait à cracher des balles. C'était la confusion totale dans les rangs allemands. La période de gloire de Roland Garros ne dure pas longtemps. Un jour, le moteur de son appareil rend lame en territoire ennemi et il doit atterrir en catastrophe. Son avion équipé de déflecteurs métalliques est envoyé par les Allemands à Anthony Fokker, un jeune ingénieur néerlandais qui travaille pour eux. Roland Garros a involontairement livré une découverte primordiale aux Allemands. Anthony Fokker se rend rapidement compte que les déflecteurs sont dangereux pour le pilote. Il décide de concevoir un mécanisme qui synchronise le tir de la mitrailleuse et la rotation des pales. En quelques jours, l'ingénieur néerlandais met au point un système qui bloque le tir dès qu'une pale passe devant le canon de la mitrailleuse. Anthony Fokker offre ainsi aux Allemands le Graal qui doit leur offrir la suprématie dans le ciel. Une mitrailleuse tirant vers l'avant et synchronisée sur la rotation de l'hélice. La mitrailleuse était installée dans l'alignement du nez de l'appareil à hauteur des yeux du pilote. Quand ce dernier se calait derrière un appareil ennemi, son regard était dans le prolongement du canon de sa mitrailleuse. À l'automne 1915, les Allemands reprennent la suprématie dans le ciel. Les Fokker monoplans équipés d'une mitrailleuse pointée vers l'avant et synchronisés sur l'hélice sont mis en service. De jeunes pilotes ambitieux sont formés pour les piloter. Les plus redoutables pour les Alliés sont Max Himmelmann et Oswald Bölke. Bölke et Himmelmann ont appris ensemble à se battre dans le ciel. L'appareil n'était pas génial, il n'était pas très maniable ni très rapide. Mais l'avantage, c'est qu'il était excellent en piqué. Ils ont exploité cette qualité pour mettre au point les premières tactiques de combat aérien. Manfred von Richthofen est impressionné par les jeunes as de l'aviation allemande. Il est toujours cantonné mitrailleur dans des bombardiers biplaces, mais il veut devenir pilote de chasse. Une rencontre fortuite va bouleverser sa vie. Le 1er octobre 1915, Manfred von Richthofen fait la connaissance de son idole, le pilote de chasse Oswald Bölke. Bölke était le seul d'entre nous à avoir abattu un appareil ennemi. Je lui ai demandé « Raconte-moi comment tu t'y prends ». Il m'a répondu en riant « Mon Dieu, c'est très simple en fait. Je m'approche de lui, je vise le mieux possible, je tire dessus et il s'écrase. » Pour von Richthofen, c'est la révélation. Il décide de devenir pilote de chasse.
Bölke lui a dit, « Si tu veux acquérir mon expérience, il faut voler. Tu dois devenir pilote. » Manfred a donc décidé de suivre la formation de pilote. Pendant que von Richthofen apprend à voler, Bölke et Immelmann inventent différentes tactiques pour descendre les avions de reconnaissance ennemis. Immelmann attaque ses adversaires de face, puis il effectue soudain une demi-boucle verticale, suivie d'un demi-tonneau pour les attaquer par derrière. Cette figure acrobatique appelée Immelmann devient rapidement un classique des combats aériens. Pour ne pas demeurer en reste, Bölke rédige un manuel de tactique qui restera la Bible des pilotes de chasse jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Placez-vous de préférence entre le soleil et l'avion ennemi. Lancez votre attaque quand l'ennemi s'y attend le moins. Ne lui tournez jamais le dos, ne tentez jamais de fuir. Les actes de bravoure stupides apportent seulement la mort. Bölke est le père des tactiques de combat aérien. Au début de la guerre du ciel, les pilotes agissaient en solitaire. Ils se cachaient dans les nuages et dès qu'ils repéraient un avion ennemi, ils descendaient en piqué. Ils le prenaient en chasse par surprise et essayaient de l'abattre. Les biplaces de reconnaissance, comme les BE-2C, n'étaient pas rapides et très vulnérables. Attention aux Boches face au soleil. Les Britanniques étaient confrontés à un sérieux problème. Leurs appareils étaient descendus comme des mouches au point que les pilotes se surnommaient chair à Fokker. Ça affectait profondément leur morale. Le commandement devait d'urgence trouver une parade. Les Britanniques mettent tout en œuvre pour arrêter cette hécatombe. Le général de brigade Hugh Trenchard, commandant de la Royal Flying Corps britannique, émet un ordre le 16 janvier 1916. Jusqu'à ce que les Anglais soient en possession d'un appareil aussi bon ou meilleur que le Fokker allemand, les avions de reconnaissance devront être escortés par un minimum de 3 avions de chasse. Ces appareils de protection doivent voler en formation serrée. Ils ont compris qu'il fallait collaborer dans le ciel, qu'ils ne pouvaient plus voler au petit bonheur la chance et comme ils le voulaient. C'était le principe même des formations aériennes. Seul on était faible, à plusieurs on était plus fort. La sécurité par le nombre donne un peu de répit aux Alliés. Mais la multiplication des avions dans le ciel donne lieu à des combats de plus en plus denses. La règle d'or, c'était d'abattre l'autre avant de lui donner l'occasion de te descendre. Celui qui repérait un avion ennemi avant d'être repéré par lui avait 90% de chances de l'abattre. La première moitié de l'année 1916 est marquée par l'offensive allemande à Verdun. Elle est suivie par la contre-offensive des Alliés dans la Somme. Les combats incessants donnent lieu à une boucherie indescriptible qui va hanter toute une génération de jeunes soldats. Dans le ciel, Manfred von Richthofen se fait les dents en tant que pilote de soutien. D'abord dans un biplace, ensuite à bord d'un monoplan. Ce n'était pas un pilote doué au début. Il a raté son premier examen de vol. Mais il apprenait très vite les règles essentielles. Il était très content d'apprendre. Il a dit un jour que c'était fantastique de chasser dans le ciel. Les Alliés envoient de nouvelles escadrilles sur le front. Les appareils sont des Airco DH-2, des avions à hélice propulsive. Le moteur est installé derrière le pilote et la mitrailleuse, sur le nez de l'appareil. Ces avions sont rapides et très maniables. On devait se concentrer dans certains secteurs de la ligne de front. Même si les Allemands avaient moins d'appareils, quand les attaques étaient bien ciblées, les escadrilles allemandes pouvaient compter le même nombre d'avions, ou même plus que l'escadrille alliée qu'ils attaquaient. Bölke trie ses pilotes sur le volet. L'un d'eux est le jeune homme qui l'a incité à devenir pilote de chasse, Manfred von Richthofen. Bölke inculque à ses nouveaux protégés les tactiques qu'il a mises au point. Son escadrille, Jasta II, accumule bientôt les victoires. Bölke devient le véritable mentor de von Richthofen.
Bölker recherchait des pilotes agressifs, très doués, animés d'un instinct de tueur qui caractérise les meilleurs pilotes de chasse. Il devait être capable de comprendre rapidement ce qui se passait durant un duel aérien. Et il devait être très adroit avec la mitrailleuse. Bölker avait remarqué que von Richthofen possédait toutes ces aptitudes, surtout l'adresse au tir. Vers la fin de 1916, les nouvelles Jasta prennent de plus en plus d'initiatives. À partir de septembre, après la mise en service de l'Albatros, un avion de chasse très rapide et lourdement armé, les escadrilles allemandes reprennent la suprématie dans le ciel. En automne, Bölker abat son 40e avion ennemi. Alors qu'il est à l'apogée de sa carrière militaire, il est tué lors d'une collision à mi-altitude. Son successeur est abattu peu après par Lanu Hawker, le meilleur pilote britannique. Le vide au sein du commandement allemand est rapidement comblé par l'étoile montante Manfred von Richthofen. En l'espace de 2 mois, avec son escadrille Jasta II, il abat ses 10 premiers appareils ennemis. Devenu le commandant temporaire, von Richthofen décide de trouver l'escadrille de DH2 de Hawker pour venger Bölker, son mentor. Le DH2 était un appareil très maniable et Hawker était un pilote très doué. Von Richthofen avait l'avantage de la vitesse et de l'armement. Leur duel fut une suite d'acrobaties folles pour prendre position derrière l'ennemi. On volait tous les deux en cercle comme des cinglés, un coup à gauche, un coup à droite. J'étais bien conscient de ne pas avoir affaire à un débutant. Finalement, il a essayé de m'échapper en zigzagant. J'ai saisi ma chance. Mon adversaire s'est écrasé avec une balle dans la tête, à 50 mètres de ses lignes. Quelques minutes de plus, et il m'aurait échappé. Manfred avait trouvé en Hawker un adversaire à sa mesure, et il a eu la chance de réussir à le descendre. Mais il le tenait en haute estime, car Hawker était très compétent et très doué. Pionnier audacieux de l'aviation britannique, Lanu Hawker est enterré à côté de l'épave de son avion. Il est la 11e victime de Manfred von Richthofen. Le pilote allemand est en train de façonner sa légende. Le 10 janvier 1917, Manfred von Richthofen est nommé commandant de l'escadrille de chasse Jasta 11. Ayant acquis une réputation redoutable, von Richthofen fait peindre son albatros en rouge vif. C'est le début de la légende du Baron Rouge. Il fallait pouvoir se reconnaître dans le ciel. C'est pour ça qu'on a commencé à peindre les avions dans la couleur de l'escadrille ou une couleur personnelle. L'appareil peint en rouge de von Richthofen est devenu une sorte de talisman. Au cours du printemps 1917, les Jasta allemandes font des ravages. L'aviation alliée, qui soutient l'offensive d'Arras, subit des pertes colossales. Au cours de la première semaine d'avril, la Royal Flying Corps perd 75 appareils. Surnommée Avril sanglant, la guerre du ciel tourne à la débâcle pour les Alliés. Des pilotes n'ayant pas 20 ans arrivent du front avec moins de 18 heures de vol au compteur. Ceux qui n'apprennent pas vite sont condamnés à mourir au combat. En 1917, l'espérance de vie des nouveaux pilotes alliés se compte en semaines. Comparé à leur nombre, le pourcentage de pilotes tués au combat dépasse le pourcentage de fantassins massacrés dans les tranchées. En l'espace d'un mois, les Allemands ont abattu 362 appareils alliés. Von Richthofen et ses hommes, ainsi que les pilotes des autres escadrilles allemandes, ont semé le chaos au-dessus d'Arras en avril 1917. La Royal Flying Corps n'avait jamais subi de pertes aussi énormes. Ça a été le mois le plus noir de toute la guerre pour l'aviation alliée. Au cours du mois d'avril sanglant, les pertes alliées sont 4 fois supérieures aux pertes allemandes.
Von Richthofen a descendu 52 avions ennemis. Il a dépassé Bölke, son mentor, et devient le plus grand as du ciel de la guerre. Pour von Richthofen, les sentiments n'entraient pas en jeu. Il tuait pour protéger ses camarades qui se battaient au sol. Voilà pourquoi il faisait son boulot. La plupart des Britanniques le détestaient, bien sûr, parce qu'il était terriblement efficace. Mais l'idée répandue selon laquelle il tuait de sang-froid et refusait lâchement les combats en duel, toujours à l'affût derrière ses camarades, cette idée est le fruit d'une incapacité à comprendre pourquoi il était là, et aussi la nature de la guerre. Il s'en fichait de descendre un avion complètement sans défense. Il préférait même ça. Il avait tendance à éviter les combats qui comportaient un risque. Il attaquait uniquement quand il était quasiment sûr d'abattre un ennemi. Il s'approchait tout près de son appareil et il l'arrosait de plomb. Les Alliés ont beau subir d'immenses pertes dans le ciel, ils parviennent à fournir de nouveaux avions toujours plus performants. Le SE-5A est rapide et monte très rapidement. Le Sopwith Camel est lourdement armé et très maniable. Et le Bristol biplace est un appareil polyvalent qui se révèle efficace pour combattre. Ces avions entrent en service au milieu de l'été 1917. Ces appareils étaient aussi bons, sinon meilleurs, que les avions allemands. La technologie déployée par les deux camps dans le ciel était alors équivalente. Chaque appareil des deux camps avait un petit avantage sur ceux de l'ennemi, mais la différence était minime. À partir de ce moment-là, c'est le nombre qui est devenu décisif. Et les forces en jeu sont défavorables à l'Allemagne. Le blocus naval exercé par les Alliés bloque la production allemande. Les appareils détruits n'étant pas remplacés aussi rapidement que ceux des Alliés, von Richthofen décide de créer de grandes escadres en unissant plusieurs escadrilles Jasta. Ces escadres de chasse sont mobiles. Elles peuvent être déployées rapidement dans n'importe quel secteur de la ligne de front, une tactique qui se révèle très efficace. Le célèbre cirque volant est né. On aurait dit un service d'urgence. Ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour s'attaquer aux appareils britanniques et français sur toute la ligne de front. Ils chargeaient donc les avions sur des camions, se rendaient à un endroit donné, montaient un camp non loin de 3 ou 4 aérodromes à proximité d'une localité, et ils se battaient jusqu'à ce que le danger soit écarté. Ensuite, ils allaient s'installer ailleurs, comme un cirque, d'où le surnom de cette escadre. Les Allemands ont un dernier atout en réserve. Anthony Fokker a travaillé à la conception d'un nouvel avion de chasse, le triplan DR-1. En août 1917, il livre son nouvel appareil personnellement à Manfred von Richthofen. Cet avion offrait de grands avantages. Il était extrêmement maniable, ce qui devait plaire à von Richthofen, car il pouvait pousser cet avion à ses limites en étant quasiment certain d'échapper à son poursuivant. Alors que la guerre entre dans sa 4e année, la course à l'armement pour la suprématie du ciel est à son apogée, tout comme le talent de pilote de von Richthofen. Les appareils fragiles du début de la guerre ont fait place à des avions très puissants et lourdement armés. Le ciel du front occidental est devenu le décor d'un ballet quotidien de la mort. C'est l'époque des grandes batailles aériennes. On raconte qu'en 1918, quand il n'y avait pas une 60aine d'avions impliqués en même temps dans les combats, c'était considéré comme une bataille mineure. On aurait dit une ruche en pleine effervescence. Les avions virevoltaient dans un cube aérien de 1500 mètres de côté. Ça devait être un spectacle incroyable. Après l'entrée en guerre des États-Unis, l'aviation des Alliés accueille des pilotes américains. Ces derniers apprennent rapidement à maîtriser les appareils britanniques et français. L'Allemagne réalise que la force de frappe des Américains pourrait lui être fatale. Elle est contrainte de battre la Grande-Bretagne et la France le plus rapidement possible. L'offensive finale décidée par le général Ludendorff commence en mars 1918. Pour protéger les avions de reconnaissance allemands et intercepter ceux des Alliés,
von Richthofen reçoit l'ordre d'installer le cirque volant à l'aérodrome de Capi, dans la vallée de la Somme. Les avions allemands entrent rapidement en action. Le samedi 20 avril, von Richthofen descend 200 pouces Camel. Son tableau de chasse est effrayant. Il a désormais abattu 80 avions alliés. Sur l'insistance de la mère du Baron Rouge, l'empereur Guillaume II s'apprête à retirer son héros du ciel de la ligne de front. Von Richthofen est logé dans le petit château de Capi. Dans 2 jours, il partira en permission. Mais il lui reste une journée de combat. Le 21 avril 1918 est une journée comme une autre. Si ce n'est que le vent qui souffle normalement d'ouest en est s'est inversé. À 9h45, le baron décolle à la tête d'une unité de 9 Fokker DR1. Peu après 10h40, la formation allemande repère 5 Sopwith Camel qui arrivent du sud. Les Allemands virent pour affronter les avions alliés. Alors que les appareils s'apprêtent à en découdre à 3000 mètres d'altitude, 2 pilotes, un Allemand et un Britannique, ont l'instruction de rester au-dessus de l'aire de combat. Von Richthofen protège son jeune cousin Wolfram. Dans l'autre camp, Wilfred May, une nouvelle recrue originaire du Canada, a reçu l'ordre du capitaine Roy Brown de ne pas attaquer l'ennemi. Le combat s'engage. Wilfred May reste à l'écart. Mais soudain, il aperçoit un triplan qui s'approche et il décide de passer à l'attaque. Le pilote allemand n'est autre que Wolfram von Richthofen. Le Baron Rouge repère aussitôt le danger. Wilfred May est tétanisé en voyant fondre sur lui le triplan rouge du Baron. Il préfère renoncer au combat. Si près de sa 81e victoire, von Richthofen se cale dans le sillage de l'appareil de May. On dirait un de nos avions. Il a un triplan. Von Richthofen juge mal la vitesse de son adversaire et perd du terrain. Pour le rattraper, il trompe May en utilisant sa mitrailleuse de droite. L'inexpérience de May se révèle au grand jour. En zigzagant, il prive son appareil de son atout majeur, la vitesse. Pris de panique alors que von Richthofen se rapproche de lui, May descend toujours plus bas, au-dessus du canal de la Somme. À Vaux-sur-Somme, les 2 avions sont à 2 doigts de percuter le clocher du village. Von Richthofen recommence à tirer avec sa mitrailleuse de droite. La mitrailleuse s'enraye, mais profite d'un répit.
Le baron s'est aventuré profondément en territoire ennemi. Au sol, les mitrailleurs tirent des salves sur l'avion rouge. Le capitaine Brown arrive du sud-est et pousse son avion à fond pour lancer une attaque contre le baron. Au loin, la Somme tourne subitement vers le sud, au bas de la crête de Morlancourt. Mais oblique soudain vers la crête, pour échapper aux salves tirées par le baron. Von Richthofen s'approche pour asséner le coup de grâce. Alors que les deux appareils survolent la crête, le capitaine Brown surgit du sud-est et déclenche une longue salve vers la queue du triplan allemand. Je l'ai en point de mire. Dès que notre avion sera hors champ, ce sera bon. Sur l'autre versant de la crête, les mitrailleurs Bouy et Evans tirent aussi des salves avec leur mitrailleuse Lewis. Et au pied de la crête, le sergent Popkin, qui suit également le combat aérien, fait crépiter sa mitrailleuse Vickers. Le fils ne savait pas grand-chose de la Première Guerre mondiale. Il accompagnait juste son père sur les champs de bataille. Sur la ligne de crête de Morlancourt, il a soudain appris que son père, qui faisait partie de l'artillerie britannique, se trouvait avec un officier dans un poste avancé, d'où il a assisté au combat entre von Richthofen et Brown. Et il a vu l'avion de von Richthofen se poser. L'officier a demandé à mon père d'aller arrêter le pilote, ce que mon père a fait. Mon père est arrivé le premier au bord de l'appareil. Le pilote a tenté de lui dire quelque chose en allemand. Il a lâché un soupir et il est mort. Ce récit offrait un nouvel éclairage sur les derniers instants de la vie de Richthofen. Cela confirme que l'avion a atterri intact, qu'il avait été piloté jusqu'au sol, que von Richthofen était toujours en vie, ce que personne ne savait avant cette lettre. Comme von Richthofen était encore vivant au sol, le tireur a dû l'atteindre une vingtaine de secondes avant qu'il atterrisse. Le capitaine Brown était-il suffisamment proche pour tuer le baron? Un second indice permet de répondre à cette question. Il s'agit d'un paquet de lettres écrites dans les années 30 entre John Coltman, ancien officier de la RAF de la Seconde Guerre mondiale, et des témoins du dernier vol du Baron Rouge. Cette correspondance n'avait pas été consultée depuis 60 ans. Ce que j'ai découvert très rapidement, c'est que la plupart des personnes qui ont écrit à Coltman n'ont jamais été contactées par ceux qui enquêtaient sur cet épisode. C'était donc une mine d'or pour moi. Le paquet contient notamment une lettre d'un certain Derbyshire, un ingénieur australien qui a assisté à la lutte aérienne depuis le canal de la Somme. Cette position lui permettait de voir en même temps von Richthofen et le capitaine Brown. C'était le combat décisif. Je me suis retourné pour regarder les deux avions en lutte passer au-dessus de la ligne de crête. J'ai entendu une rafale de mitrailleuses. Le Fokker a aussitôt perdu de la vitesse et amorcé une boucle. Puis il s'est redressé et il est descendu lentement hors de ma vue, comme pour atterrir normalement. Ensuite, j'ai vu le troisième avion s'approcher de la ligne de crête. J'ai été étonné d'apprendre plus tard que le Boche avait été descendu par un avion, alors que notre chasseur n'avait pas tiré avant que l'Allemand se pose. Le témoignage de Derbyshire est un indice crucial. Derbyshire a vu le triplan repasser la ligne de crête, amorcer une boucle, puis descendre pour faire un atterrissage forcé. Cela nous indique à quel moment le pilote a été atteint par la balle. C'était bien après l'attaque de Brown. Il semble que le capitaine Brown était pressé de revendiquer cette victoire. Pourtant, dans son rapport sur le combat, il reste plutôt flou pour ce qui est du tir qui a tué le baron. Lorsque le capitaine Brown a été contacté par Coltman dans les années 30, il a éludé les questions, comme s'il voulait protéger une réputation qu'il ne méritait peut-être pas. Ça n'a aucun sens de faire une déclaration alors qu'il existe des rapports officiels. Alors, qui a tiré la balle mortelle? Les tests de balistique permettent d'évaluer le comportement d'une balle tirée à différentes distances. 3, 2, 1...
Quand une balle pénètre dans un corps, l'onde de pression provoque un choc hydrostatique. Plus on tire de près, plus les dégâts sont importants. Si la balle avait été tirée d'assez près, les blessures de von Richthofen auraient été moins nettes. Or, quand les médecins ont effectué l'autopsie du cadavre, peu après la mort du baron, ils ont été capables de suivre le trajet de la balle dans le corps. Des dégâts limités et une vitesse réduite indiquent un tir à longue distance. De plus, la balle qui a tué von Richthofen a été récupérée. Le fait qu'on ait retrouvé la balle intacte dans la combinaison de vol de von Richthofen indique également qu'il s'agissait d'un tir à longue distance. Le tir est parti à plus de 550 mètres de l'avion. Je l'ai en point de mire. Dès que notre avion sera hors champ, ce sera bon. Sur l'autre versant de la ligne de crête de Morlancourt, les mitrailleurs australiens Bowie et Evans étaient environ à 500 mètres de l'avion. Ils ont donc pu atteindre von Richthofen 20 à 30 secondes avant qu'il expire. Lorsque Coltman leur écrit en 1930, ils sont convaincus que ce sont eux qui ont tué le baron rouge. Mais von Richthofen a été atteint sous l'aisselle droite. Bowie et Evans ont tiré face à l'appareil du baron rouge. Ils n'ont donc pas pu l'atteindre du côté droit. On a demandé à notre expert en balistique ce qu'il fallait faire. Il nous a demandé « Connaissez-vous quelqu'un qui a tiré à 550 mètres sur la droite de von Richthofen ?» On a répondu « Oui ». Eh bien, voilà votre homme. Installé au sommet du versant, le sergent Cédric Popkin, de la 24e compagnie de mitrailleurs, rate von Richthofen alors qu'il vole vers la ligne de crête. Il fait aussitôt pivoter sa mitrailleuse de 180 degrés, au cas où le triplan réapparaîtrait de l'autre côté. La chance lui sourit. D'après nos recherches, celui qui était le mieux placé pour abattre von Richthofen était Cédric Popkin, un sergent mitrailleur de nationalité australienne. Manfred von Richthofen est enterré par les Alliés le 22 avril 1918, avec les mêmes honneurs militaires que pour les pilotes alliés.